Bonjour, chers étudiants. On se retrouve pour la quatrième séance de cours portant sur les techniques de paiement du commerce international. Aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo par le titre qui est intitulé l'affacturage. L'affacturage, par essence, on dit que c'est un contrat par lequel un établissement de crédit spécialisé appelé facteur achète ferme les créances détenues par un fournisseur appelé vendeur sur ses clients appelés acheteurs ou bénéficiaires des services et ce moyennant rémunération. Trois acteurs animent l'opération d'affacturage. Le facteur et la société d'affacturage achètent les créances transférées par voie de substitution conventionnelle ou par cession daily ou bordereau daily et offrent à ses clients un éventail large de services selon leurs demandes. Financement, prévention du risque d'impayé, gestion du compte client. Dans le cas de la subrogation, l'adhérent subroge le facteur dans tous ses droits en contrepartie du service qui a été rendu. Le facteur reçoit une rémunération sous forme de commission sur le chiffre d'affaires, qu'on appelle le CA. Le client de la société d'affacturage est une entreprise ou un commerçant qui s'engage à transférer les créances qu'elle détient sur sa clientèle au facteur. Il est agréé par le facteur après examen de diverses informations relatives à son activité. L'acheteur, c'est-à-dire le client du client, en conséquence, n'a affaire qu'avec la société d'affacturage pour le paiement des prestations du vendeur. La technique de l'affacturage offre trois services qui sont financement. Le client peut saisir selon ses biens, selon ses besoins et dans les délais brefs, à moins de 2 jours, tout ou partie du montant total des factures transférées et ce, sans attendre l'arrivée à l'échéance des créances. Le facteur accompagne ainsi et favorise le développement de ses clients en accroissant leurs sources de financement. Du risque d'impayé. La société d'affacturage propose à ses clients de les assurer contre tout risque de défaillance de leurs clients en remboursant en cas d'insolvabilité partiellement ou totalement le montant de leurs créances. La gestion du compte client. Les entreprises ayant recours à un facteur se trouvent déchargées de certaines tâches administratives. Tenue des comptes, par exemple, identification et affectation des paiements, recouvrement à l'amiable, le précontentieux et contentieux des factures. B, nous avons les différents types de facturage. Nous commençons par le facturage traditionnel ou old line factoring. Il comporte trois modalités. Le facturage apporte à l'adhérent un service de gestion commerciale de ses créances car le facteur les gère par lui, enregistrement des factures, relance des débiteurs en cas de retard de paiement, assure les encaissements, services contentieux en cas de non-paiement. Nous avons le deuxième point. Là, on dit que l'affacturage est une technique de financement à court terme, CT, car le facteur achète les créances avant l'échéance prévue. Troisième élément, le facteur assure la bonne fin de l'opération, ce qui signifie que le risque pèse sur le facteur en cas de non-paiement du débiteur et pas sur l'adhérent. L'affacturage contemporain ou New Line Factoring, ceci est un démembrement de l'affacturage traditionnel. C'est ainsi qu'on distingue trois versions d'affacturage. Ce qu'on appelle le Maturity Factoring. Le facteur assure la gestion des créances transmises mais ne les paye qu'à l'échéance. On a ce qu'on appelle l'agency factoring. L'adhérent continue de gérer ses créances.
le facteur les paye par anticipation et en assure la bonne fin. Et là, nous avons ce qu'on appelle le factoring with recourse. Le facteur gère les créances, les paye par anticipation, mais n'assure pas la bonne fin. Ici, maintenant, on va parler ensuite des avantages de l'affacturage pour l'utilisateur. L'affacturage présente trois avantages principaux. Premièrement, c'est un procédé de recouvrement efficace puisque le facteur décharge le vendeur de soucis de la gestion du poste client et de l'encaissement des sommes dues. Deuxième avantage, c'est une technique de mobilisation du poste client et quel que soit le mode de règlement convenu avec l'acheteur. Troisième avantage, c'est une garantie de bonne fin puisque le facteur s'engage à payer au vendeur les factures qu'il a émises. Le risque d'insolvabilité de l'acheteur et le risque de non-paiement à l'acheteur sont pris en charge par le facteur sauf faute du fournisseur. La rémunération de l'affacturage. La rémunération de la société d'affacturage est généralement calculée selon deux principes différents. Commission d'affacturage, prélevée à chaque transaction, vente de créances basée sur un taux fixe ou variable ou un forfait. Commission spéciale de financement, agio calculée sur le solde du compte client. Les agios, vous les comprendrez sous l'appellation. Les agios, on les définit comme étant des commissions fixes et maintenant des intérêts encourus plus maintenant commission fixe. Donc, agio égale commission égale intérêt encouru plus commission fixe. Intérêt encouru plus commission fixe. Maintenant, agio est calculé sur le solde du compte client. Ce qui met de côté le facteur. Ce que met de côté le facteur, les réserves et les fonds de garantie, de sorte à pouvoir anticiper des impayés ou pour se prémunir d'un éventuel droit de préemption URSSAF par exemple. Le facteur conserve une partie de la valeur des créances, somme non décaissée au client jusqu'à l'expiration du contrat. Il est important de noter que à l'expiration du contrat, les sommes restantes sur ces comptes sont intégralement restituées au client. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le crédit documentaire. Le crédit documentaire également, on aura à travers ce qu'on appelle deux types de crédit documentaire. Ce qu'on appelle le crédit documentaire irrévocable et le crédit documentaire irrévocable est confirmé. Donc, nous commençons d'abord par l'historique du crédit documentaire. La première utilisation de la lettre de crédit qui fut l'un des premiers outils de paiement à distance émis au Moyen-Âge, était faite par les banquiers lombards ainsi que notamment les Templiers. En effet, ces derniers à l'époque des croisés et afin de sécuriser les routes marchandes et de pèlerinage pour Jérusalem, ont institutionnalisé les premiers connaissements. Le connaissement, vous le savez tous, contrat de transport maritime entre chargeur et armateur, preuve de prise en charge des massifs par l'armateur, titre justificatif juridiquement de la propriété de la massif. Donc ça, on l'a toujours défini. Au travers de toutes les commanderies templières établies au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen de l'époque, il était possible aux pèlerins et aux marchands de voyager sans amener avec eux trop d'argent et ainsi éviter de se faire détrousser par les pillards et autres bandits pirates, et ainsi de suite. Et en se présentant et sous réserve d'être le détenteur ou le mandataire des documents connaissement qui de nos jours est devenu depuis le XXIe siècle le connaissement. Il se voyait remettre une somme d'argent convenue ou la marchandise. Ensuite, avec le développement du commerce international et notamment avec le développement des comptoirs aux Indes et aux Amériques, le besoin de sécuriser les échanges commerciaux a conduit les marchands à contractualiser les échanges pour pallier aux divers risques et aléas du transport maritime.
humain, climatique, et ainsi de suite. Il a fallu répondre à deux exigences contradictoires, celle de l'exportateur-vendeur qui est paie en premier et ensuite je t'envoie les marchandises, et celle de l'importateur-acheteur qui est dès que j'ai reçu les marchandises, je te paie. C'est ainsi que le crédit documentaire, sous sa forme moderne, par l'intermédiaire des banques, permet de garantir aux deux parties le débouclage de l'échange commercial sous réserve de répondre aux normes et procédures du crédit documentaire, qu'on appelle le KEDOC, et du contrat de vente entre les parties indépendants du crédit documentaire, qui, depuis l'époque des Templiers, se sont complexifiés du fait même de la diversité des moyens de transport, de la diversité de la nature des marchandises transportées et de la dématérialisation des supports dus au progrès informatique. Définition du crédit documentaire. Le crédit documentaire est la convention à caractère irrévocable par laquelle un donneur d'ordre, acheteur et importateur prie sa banque de mettre à la disposition d'un bénéficiaire, le vendeur, exportateur, fournisseur, qu'elle nomme ou à la disposition d'un tiers que ce dernier nommera une somme d'argent déterminée contre la remise d'un titre de transport de marchandises, par exemple un connaissement, et de divers autres documents, par exemple le certificat d'origine, le certificat d'assurance, la note de frais, et ainsi de suite, en respectant la période de validité de la convention. Ces documents attestant de la bonne exécution par le vendeur de ses obligations. Les acteurs du crédit documentaire. Le donneur d'ordre en premier, en anglais qu'on appelle applicant, c'est l'acheteur ou l'importateur qui est l'initiateur du crédit documentaire auprès de sa banque. Donc, c'est l'acheteur ou l'importateur donc, qui est l'instigateur, l'initiateur du crédit documentaire. La banque émettrice est celle du donneur d'ordre. Elle émet le crédit documentaire. La banque notificative ou notificatrice, elle est celle qui reçoit le crédit documentaire et le transmet au bénéficiaire après avoir étudié la conformité du message d'ouverture. Selon les cas, elle peut le confirmer. Le bénéficiaire est l'exportateur qui reçoit le crédit documentaire par l'intermédiaire de sa banque. La banque négociatrice, lorsque le crédit le permet, la lettre de crédit appelée ANY Bank, appelée Anybank, autant pour moi, est appelée Anybank. Le bénéficiaire peut remettre les documents et demander le paiement à une autre banque de son pays que la banque qui sera la banque notificatrice. Ici, nous avons ce qu'on appelle les types de documents de crédit documentaire. Les types. On a ce qu'on appelle un crédit documentaire notifié et ou confirmé. Le crédit documentaire notifié est simplement transmis au bénéficiaire par la banque notificatrice. Seul le risque commercial est couvert par la banque émettrice. Dans ce cas, le bénéficiaire n'est pas protégé contre les risques de défaillance de la banque émettrice ou le risque de non-transfert de fonds, risque pays. Si le crédit est confirmé, la banque notificatrice s'engage par la confirmation à régler le bénéficiaire contre la présentation de documents conformes, y compris en cas de défaut de la banque ou de la banque émetteur. La confirmation est essentiellement utile vers les pays dits à risque. Elle couvre le risque politique. L'étude du risque est de la seule responsabilité de la banque notificatrice. Article 9 des RUU, ce qu'on appelle les règles et usages, commerciales. Donc ça, c'est le type. On a également ce qu'on appelle révocable ou irrévocable. Depuis les nouvelles REU 600, tous les crédits sont automatiquement irrévocables, c'est-à-dire qu'un crédit documentaire ne peut être annulé qu'avec l'accord des parties. Transférable ou non transférable. Si un crédit est transférable, toute partie du montant du crédit peut être transféré à un ou plusieurs seconds bénéficiaires sans que l'accord du donneur d'ordre ne soit requis. C'est notamment le cas lorsque le vendeur n'est pas le fabricant de la marchandise, ce qu'il fait appel à un sous-traitant. Le bénéficiaire peut choisir la banque auprès de laquelle il négociera le crédit et déposera les documents. Dans le cas contraire, la banque est imposée. Dans les documents nécessaires à l'établissement du crédit documentaire, on a ce qu'on appelle la facture commerciale,
le correspondant maritime ou bill of lading. On peut avoir ce qu'on appelle la lettre du transport aérien ou airway bill. On a la lettre de voiture, on appelle la LVI, ou la LVI, la lettre de transport international, ou CMR. Le certificat d'origine également, ce qu'on appelle la liste de poids ou liste de colisage, la police ou le certificat d'assurance, le déroulement maintenant du crédit documentaire. Il existe maintenant 13 actes nécessaires pour le déroulement d'un crédit documentaire. Et ces 13 actes, maintenant, on va les lister ici. On a acte premier, instruction d'ouverture du crédit documentaire. L'acte 2, on a ouverture du crédit documentaire. Acte 3, notification du crédit documentaire. Acte 4, on a expédition des marchandises. Acte 5, délivrance des documents de transport. Acte 6, présentation des documents. 7, paiement aux bénéficiaires. 8, transmission des documents à la banque émettrice. 9, remboursement à la banque notificatrice. 10, levée des documents côté acheteur. 11, paiement à la banque émettrice. Acte 12, réclamation des marchandises. Maintenant, nous avons la remise des marchandises. Voilà donc les 13 actes maintenant d'un crédit documentaire. Ici, maintenant, nous avons ce qu'on appelle les avantages et les inconvénients d'un crédit documentaire. Avantage, le crédit documentaire sécurise les transactions du commerce international. Il apporte la sécurité de la garantie d'une banque dans un contexte où les acteurs, leurs pratiques et leur solvabilité sont des facteurs de risque difficilement appréhendables par un acteur hors du pays. Le documentaire formalise la transaction en rédigeant le contrat sous forme standardisée. Il encourage en cela le commerce international des marchandises. La confirmation couvre le risque de non-transfert du fait du pays de l'acheteur, risque politique, application des mesures édictées par les pays acheteurs empêchant le transfert des créances vers les pays du bénéficiaire. Et de suite. Maintenant, comme inconvénient, on peut lister quelques-uns. Le crédit n'est qu'un engagement à payer sur présentation des documents. Il ne constitue pas un engagement sur la conformité de la marchandise. L'acheteur n'a aucun recours si les documents sont conformes, mais pas la qualité de la marchandise. L'acheteur qui aura dû couvrir la banque du paiement effectué ne se trouve néanmoins pas démuni dans la mesure où il pourra toujours agir contre le vendeur en vertu de leur contrat de vente sous-jacente duquel l'acte de crédit. Maintenant, le documentaire est donc abstrait. Donc, ici, nous avons d'autres éléments d'engagement. Inconvénients et risques maintenant des moyens de paiement. Hmm. Ici, les avantages et les inconvénients, donc la lettre d'échange, avantages et inconvénients du billet à ordre, avantages et inconvénients du virement. Donc voilà donc ce qui a été listé dans ce module qui mettra fin. Donc ici, on va vous lister l'ensemble des éléments avantages et inconvénients de tout ce qui a été donné comme technique de paiement à l'international, virement, lettre d'échange, billet à ordre, kit documentaire, remise documentaire. Donc je remercie tout le monde de votre aimable attention et vous donne rendez-vous prochainement pour la 5e séance. Merci et bonne journée à toutes et à tous.